Alors pour cette deuxième vidéo, on se retrouve dans mon atelier et j'aurais aimé qu'on explore ensemble différentes choses et qu'on sorte un petit peu des sentiers battus, des patrons qui sont à la mode en ce moment, qu'on voit partout sur Instagram, que tout le monde porte, les créatrices à la mode et tout qui font un travail extraordinaire. Mais j'avais envie qu'on sorte un petit peu des sentiers battus. Donc pour la petite histoire de comment m'est venue l'idée de coudre ça et d'en faire une vidéo, régulièrement avec mon compagnon on va dans des merceries le week-end, il a l'immense bonté de m'accompagner et il flâne dans les rayons pendant que moi je fais mes petites emplettes et il s'est mis à feuilleter un moment un catalogue de patrons Vogue. Il y a souvent, vous savez, des gros catalogues de patrons, notamment pour les marques américaines qui traînent un peu dans les merceries. Et il a commencé à feuilleter, il m'a dit « mais viens voir, ça c'est trop bien et tout, ça a l'air trop beau, tu n'aurais pas envie de coudre ça ?» Et effectivement, je me plonge dans le catalogue et j'ai vraiment trouvé que les modèles sortaient de l'ordinaire, qu'on était sur des formes totalement différentes, parfois un peu vintage, très ajustées. Et je me suis dit « mais ouais, ça change, j'ai hyper envie de coudre ça ». Bon, la mercerie dans laquelle nous nous trouvions ne revendait pas ces patrons malheureusement, mais je me suis mis en quête d'en trouver. Et finalement, j'en ai trouvé sur pas mal de sites, et notamment sur Mercerie Rascol, qui est un site en ligne sur lequel j'achète régulièrement les aiguilles de ma machine à coudre. Bon, ce sont des patrons qui sont un petit peu onéreux. Bon, pour un patron de PDF dans le commerce, on se situe aux alentours de 10 €. Pour les patrons de pochette, entre 15 et 20, mais c'est vrai qu'on excède rarement 20. Pour ce qui concerne les patrons Vogue, il s'agit de patrons, je crois, j'ai revérifié sur le site avant de faire la vidéo, qui sont entre 20 et 22,50 €. Donc bon, c'est quand même accessible, mais ça reste un petit budget hein, pour des patrons. Et donc je me suis penchée sur quelques-uns qui me plaisaient pour en commander que certains et pour pouvoir les tester par la suite. Donc j'en avais choisi 3, je vous les avais montrés en story pour celles qui me suivaient sur Instagram à l'époque. Donc j'avais choisi le patron V9288 qui est un patron de cap. Donc voilà, grade très facile. J'ai choisi un patron de robe comme ceci, avec un corsage décolleté en V, une ceinture un petit peu triangulaire, avec la possibilité de mettre un petit lacet ou non. Très très jolie, elle se rapproche un petit peu de la robe Cadix, je trouve, au niveau de la forme. Mais il y a un empiècement sur les épaules qui n'existe pas sur Cadix, et cette variante du petit lacet, et la jupe est également un peu différente. Mais il y a un petit peu dans l'idée de la robe Cadix, je trouve. Donc ça c'est le patron V9076, et c'est difficulté facile. Voilà. Et j'en ai commandé un troisième, donc c'est le V9327. Donc il s'agit d'une robe avec un corsage très ajusté, avec des pinces devant et dos, un petit col cheminé. Il y a également une jupe qui a l'air d'être une jupe demi-cercle ou 3/4 de cercle, on verra bien sur le patron comment c'est. Et donc la variante entre les trois modèles, c'est les manches. Donc on a soit des manches très près du corps avec un bracelet de manche un petit peu, je sais pas, en trompette là, je sais pas trop comment c'est. Des manches papillons. Ou alors des manches très bouffantes, alors j'ai l'impression avec une ouverture et du coup un poignet de manche qui se ferme avec des boutons. Donc c'est ce patron qui va nous intéresser pour aujourd'hui, puisque je trouve que c'est celui qui fait le plus hivernal. Donc voilà, j'avais très envie de coudre un modèle dans ce goût-là. Donc je trouve que les trois versions sont hyper jolies, je trouve cette version en tartan elle est top. Cette version avec les manches papillons j'adore aussi, mais je la vois plus dans une version printemps-été, parce que c'est vrai que les grandes manches papillons comme ça, c'est comme si on avait le bras nu, hein, parce que vraiment ça couvre pas du tout le bras. Donc je la vois plus dans un tissu un petit peu fleuri pour l'été. Du coup, je pense qu'on va partir sur ce modèle-ci pour aujourd'hui, donc qui est vraiment une version plus hivernale, je trouve. Donc voilà, donc il fallait que je trouve un tissu. Alors, eux, dans les recommandations tissu, ils disaient d'utiliser soit du satin, crêpe ou de la flanelle. Donc c'est vrai que pour que à la fois la jupe soit très théâtrale comme sur le dessin technique, et avec également ces grosses manches là qui ne retombent pas comme des soufflets, il faut quand même un tissu qui a une certaine tenue, une certaine rigidité. Donc moi j'ai choisi d'utiliser un crêpe. Alors je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi ce crêpe lourd, donc un crêpe lourd que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, qui est couleur moutarde, mais un moutarde quand même un peu clair, je trouve que ça fait plus jaune d'or que moutarde. Donc voilà, bon, par contre avec la jupe demi-cercle et les grandes manches bouffantes, il fallait un métrage pentagruélique je crois il fallait un peu plus de 3 mètres ou 3 mètres 40. On regardera ça ensemble. Donc voilà, donc j'ai trouvé chez le Mondial Tissu à côté de chez moi donc ce crêpe.
qui je pense sera parfait parce qu'il a quand même une bonne tenue, donc ça fera des belles manches et tout, donc je pense que ce sera super cool. Ensuite du coup j'ai pris, parce qu'il faut doubler le corsage, donc un voile de coton assorti vraiment dans un tout petit métrage pour doubler le corsage. Et j'ai également pris donc une fermeture éclair de 60 cm parce qu'il faut que ça aille du haut du col cheminé. Et vous vous doutez bien, comme le corsage est très ajusté, il faut que ça descende au moins jusqu'au milieu des fesses pour que je puisse me faxer dedans. Donc il fallait quand même un grand zip. Et du coup j'ai trouvé le fil adéquat pour commencer ce projet. Donc on va coudre ensemble cette robe. On va déjà découvrir l'intérieur de la pochette parce que du coup je n'ai jamais ouvert la pochette encore. Donc on va découvrir ensemble les informations qu'il y a au dos, à l'intérieur, si jamais ça vous intéresse d'utiliser ces patrons. Donc déjà au dos, donc là sur le petit rabat, on a le guide des tailles. Alors, donc ce sont des tailles américaines. Moi, si je respecte le guide des tailles, normalement je dois faire une taille 12. Donc ça me semble pas mal. J'en ai discuté avec certaines d'entre vous sur Instagram et celle qui avait cousu les patrons Vogue me disait que ça taillait pas forcément très grand. Je crois que c'est les patrons Burda, mais je me trompe peut-être, qui ont la réputation de tailler un petit peu grand. Apparemment pour les patrons Vogue, il faut pas prendre une taille en dessous. Donc voilà, donc je pense que je vais partir sur la taille 12 comme c'est convenu. Donc ensuite on a des explications en anglais et en français à côté, hein, donc pas besoin d'être bilingue a priori. Donc là ils font les recommandations de tissu, le métrage dont on a besoin. Donc pour les versions A, B ou C, donc avec les manches serrées, bouffantes ou papillons. Donc nous on va partir sur le modèle B avec les manches bouffantes. Donc ils font des recommandations de métrage, soit pour une laisse de 115, soit pour une laisse de 150. Il faudrait entre 5 mètres pour une laisse de 150 et 3,50 mètres pour une laisse de 150. Donc voilà, donc moi comme en France on est plutôt sur des laises en général de 1,40 m, je crois que j'ai dû acheter 3,50 m de tissu, de crêpe. Donc voilà, donc il recommande une fermeture à glissière de 55 cm, moi j'ai acheté le zip de 60 cm. Alors, il recommande également d'utiliser 3,20 m de galon souple. Alors, je sais pas trop où est-ce qu'on va le mettre ce galon. on va bien voir, je n'ai pas acheté de galon. Donc on va bien voir si on en a vraiment besoin, où est-ce qu'il faut en mettre. On va voir comment on peut se débrouiller sans ce galon. Et 8 boutons de 13 mm, donc c'est 4 de chaque côté, vous savez, pour fermer les poignées de manches qui sont quand même un peu costauds. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont un peu larges, un peu longs, donc ça m'étonne pas qu'il y ait besoin de 4 boutons de chaque côté. Donc on va voir ce que j'ai dans mon stock à boutons. J'ai pas forcément acheté des boutons exprès. J'ai quand même pas mal de boutons en stock, donc on va voir, on choisira ensemble qui sera le mieux. Alors, à l'intérieur, quand on ouvre, donc il y a l'air d'avoir un petit livret explicatif, voire même 2 petits livrets explicatifs. Bon, par contre, au niveau du support, c'est papier journal, hein, donc la plus grande précaution s'impose. Et le patron on se présente comme ça sur un papier un peu craft, mais alors papier craft pareil très fin. Hein. Donc pareil, précaution, il va falloir décalquer tout ça. Et puis bah, écoutez, on va y aller, on va décalquer tout ça en taille 12 et puis on se retrouve après, une fois que tout est découpé, pour se lancer dans la confection, le montage du vêtement. Retour à chaud, je viens de découper et de décalquer toutes les pièces du patron. Premier point, vraiment je déteste décalquer les patrons pochettes.
C'est vraiment une étape qui est douloureuse pour moi. Alors je sais pas si c'est que je suis pas bien équipée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent de la bâche de bricolage, de la bâche de protection pour les peintures. Moi j'avais déjà essayé d'en acheter une fois et j'avais acheté de la bâche trop fine, j'avais peut-être fait ma radine, mais c'est vrai que la bâche trop fine c'était vraiment inutilisable, c'était un calvaire. Du coup peut-être que je réessayerai d'acheter de la bâche épaisse. Entre temps j'avais acheté du coup cette espèce de papier là, un petit peu à décalquer, ça se vend sous forme de rouleau dans les merceries. Je trouve pas que ce soit idéal non plus, on voit pas très bien au travers. Il y a pas mal de plis qui se forment comme c'est enroulé, plié, donc ça facilite pas vraiment le décalcage. Je trouve pas ça vraiment idéal, mais bon, pour l'instant j'utilise ça. Peut-être que j'essaierai de racheter de la bâche par le futur, mais du coup ça rend vraiment cette étape très très difficile pour moi. Vous pouvez aller jusqu'à la taille 18, 20, 22 en taille américaine. Or, sur le tracé du patron, on peut pas aller au-delà de la taille 14. Donc vraiment j'ai été très surprise et je trouve ça vraiment super dommage. En plus c'est pas précisé sur le patron que ça va pas au-delà de la taille 14. Donc quand vous achetez le patron, vérifiez bien ou faites demander à la boutique sur laquelle vous achetez s'il y a bien votre taille sur le tracé du patron, parce que acheter un patron 20 € et finalement qu'il n'y ait pas sa taille dessus, ce serait un petit peu frustrant. Sinon, point positif, donc 2 points positifs, c'est au niveau du tracé du corsage devant et dos. Il y a 2 hauteurs au niveau de la taille, c'est-à-dire que vous ayez un grand buste ou un petit buste, il y a 2 lignes pour couper le corsage. Donc moi j'ai plutôt un buste court, donc je pense que je vais couper au niveau du tracé le plus haut, donc ça c'est plutôt super positif. Deuxième point positif, il y a 4 tracés pour le corsage devant. En fonction que vous ayez un bonnet A, B, C ou D, il y a 4 tracés pour le patron du corsage devant. Donc ça je trouve ça très très cool et ça me paraît relativement logique puisque c'est un patron qui est extrêmement ajusté au niveau du corsage. Donc je trouve ça logique qu'il y ait des adaptations en fonction des bonnets, mais c'est rare que ce soit tracé en mode vraiment 4 tracés pour chaque bonnet. Donc on va voir si en pratique c'est aussi bien que ça ne l'est sur le plan théorique. Bon, on va passer au repassage du tissu désormais. On se retrouve pour découper les pièces de tissu et après on passera au montage. Alors, petit point super positif, je viens de lire la gamme de montage. Les marges de couture sont incluses et ce sont des marges de couture de 1,5 cm. Donc j'avais très peur qu'elles ne soient pas incluses après l'enfer de la découpe et le décalcage des pièces du patron. Donc on va pouvoir passer directement à la découpe du tissu. Et allez, c'est parti! La première étape, selon le livret, c'est de piquer les pinces. Donc alors, on a une pince très classique en bas du corsage devant, voilà, triangulaire. Et une pince bien plus étrange, en tout cas moi c'est la première fois que j'en réalise une de cette sorte-là, au niveau du corsage devant, donc au niveau de l'épaule. On va voir ce que ça donne. Écoutez, je vais essayer de la piquer comme ça. Il faut réaliser cette étape du coup pour le corsage devant et pour la doublure. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai réalisé ces fameuses pinces losanges là à cet endroit-là, donc qui font remonter le col au niveau de la poitrine, les pinces du bas. J'aime bien épingler sur mon buste au fur et à mesure pour me rendre compte vraiment de l'évolution de mon projet. Donc là je vois que effectivement ces pinces là ça rend vraiment super bien, c'est vraiment super joli. Je vous montre un petit peu ce que ça donne.
dessinés, en fait, ça donne ça. Quand on les dessine sur la pièce de patron, là c'est ma pièce doublure, parce qu'évidemment il faut faire les pinces et sur le tissu extérieur et sur la doublure. Donc voilà, donc la pince du bas c'est une pince très très classique, et celle-ci donc un peu losangique. Au final on plie le tissu par le milieu comme ça, et naturellement donc ces deux tracés viennent se superposer. Donc vraiment on fait en fait une pince, au lieu qu'elle soit juste comme ça, mais après on fait un deuxième trait dans ce sens-là. Moi j'ai un petit peu du coup coupé le surplus de tissu et surjeté pour que ça fasse une moins grosse épaisseur au niveau de la poitrine, mais je pense que c'est pas obligatoire, en tout cas c'est pas précisé dans le livret. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc vraiment ça s'ajuste vraiment très très bien au niveau du cou, au niveau de la poitrine. Donc peut-être que cette histoire finalement d'ajustement bonnet D là, c'était une idée de génie. Du coup écoutez, franchement pour le corsage devant, j'ai l'impression que c'est bien. Au niveau de la hauteur de la taille, c'est parfait également. Donc voilà, bah écoutez, je continue. Maintenant la suite des épisodes, c'est les pinces dos. Donc ce sont des pinces très classiques, on va passer vite là-dessus et je vous retrouve après pour la suite. Du coup, je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fait toutes mes pinces, donc les 2 pinces dos de chaque pièce dos, tissu extérieur et tissu doublure, ainsi que les 4 pièces d'eau de mes devants, pareil, tissu doublure et tissu extérieur. Et donc maintenant l'étape d'après, c'est de assembler la doublure par les côtés et par les épaules, et pareil, tissu extérieur par les côtés et par les épaules. Vous noterez que j'ai déjà surjeté du coup tout le bord. Alors ils disent pas de le faire dans le livret, mais moi je le fais parce que je trouve ça plus facile, notamment au moment du montage de la ceinture et du zip invisible. Je trouve ça plus simple d'avoir déjà mon surjet de fait. Donc voilà, on fait juste bien attention parce que contrairement au patron habituel, c'est pas une marge de couture de 1 cm mais 1,5 cm. Donc si on veut que ce soit bien fité, on va essayer de respecter ça. On y va, on va coudre ça ensemble. Au niveau de l'ajustement du corsage, on est parfait. Là, ça me monte bien pile où il faut. Derrière, c'est nickel. Là, au niveau de l'ajustement de la poitrine, effectivement, avec ce corsage-là, avec les pinces adaptées au bonnet, j'ai l'impression que ça fit vraiment bien. Donc, je vais faire pareil pour la doublure. Et puis, je pense qu'on est bon au niveau de la taille du corsage, hein, c'est nickel. Contre endroit les parties corsage, doublure et tissu extérieur. Donc elles seront rejointes au niveau de la ligne médiane dans le dos par le zip invisible et au niveau de la ceinture par la jupe. Donc là ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est la finition au niveau du col. Donc on va venir épingler le col endroit contre endroit tout sur toute la longueur. Je vous conseille de commencer la couture uniquement à 1 cm pour qu'on puisse faire une jolie finition intérieure avec la doublure au niveau du zip invisible. Si vous cousez dès le début, vous ne pourrez pas faire ce petit repli joli à l'intérieur qui permettra de faire une belle finition. Donc commencez bien la couture à 1 cm et pareil sur le retour, vous vous arrêtez 1 cm avant le bord. Donc on va épingler sur toute la longueur en faisant correspondre les coutures d'épaule, les pinces pour que ce soit tout parfaitement bien aligné. Alors on fait ça bien. Travail un petit peu fastidieux mais qui vaut la peine pour que ce soit bien joli. Voilà. Et là le fait qu'il soit sur le mannequin, vraiment ça se positionne super bien. Si vous avez le mannequin à la maison, c'est idéal. Voilà, on fait bien correspondre les coutures d'épaule et les pinces devant et dos. Et pareil, là on épingle jusqu'à 1 cm avant le bord. La vitesse quand on a besoin de faire quelque chose de précision pour que ce soit bien.
centimètres. Vous le savez sûrement déjà, mais quand on coud des angles et des courbes, il ne faut pas hésiter à cranter vos coutures pour qu'il y ait le moins de surplus de tissu. Vous voyez là par exemple, il y a pas mal de surplus de tissu. Pour que ce soit joli au niveau de la finition du col, on va venir cranter tout le long. Voilà, sans couper évidemment votre couture. On vient faire des petits crans. Voilà, pour que les courbes, quand on va tout retourner, soient le plus joli possible. Hop, on fait attention, pas venir couper sa couture. Allez, et on repasse, on retourne. Tadam! Donc là, vous voyez, le fait d'avoir vraiment bien cranté et bien repassé, la finition du col, elle est impeccable, trop belle. Voilà. Et au niveau du dos, on viendra mettre le zip invisible, ici. On est bon pour le corsage, on a fini. Donc maintenant qu'on a fini le corsage, on va passer à la partie jupe. Du coup, il y a la jupe dos en 2 pièces et la jupe devant en une seule pièce. Donc on va commencer par tout surjeter, puis les assembler par les côtés. C'est parti, avant de les assembler au corsage. On assemble la jupe devant et les jupes dos endroit contre endroit par les côtés. Vous avez dû voir que en bas, au niveau, il me manque un coin. C'est normal, c'est parce que les Américains ont des laisses de 1m10 ou 1m50 et nous en France on a plus souvent des laisses de 1m40. Du coup il m'a manqué quelques centimètres pour le petit coin. Mais c'est pas grave du tout parce que c'est une jupe qui est très très longue et moi je suis pas très grande, donc je pense que je vais la raccourcir un petit peu. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai laissé telle quelle, mais vous inquiétez pas, on va pas laisser ça comme ça, on va la raccourcir un petit peu pour que ce soit nickel. Allez, bah c'est parti, on assemble des deux côtés endroit contre endroit et on va venir coudre au point droit à 1,5 cm. Allez, c'est parti pour assembler des kilomètres de jupe. Bon, elle va être lourde cette jupe, hein. Je sens déjà le poil, elle m'entraîne vers le bas. On va la raccourcir, hein. On fait pareil de l'autre côté. Mais ou quoi? Regardez-moi cette jupe dramatique à mort. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment trop de longueur là pour moi. Là, moi j'aime bien quand c'est mi-mollet. Donc là, à la cheville, c'est un petit peu trop pour que je puisse la porter tous les jours et que je sois à l'aise. Mais franchement, effectivement, je disais que c'était une jupe demi-cercle, mais non, c'est une jupe 3/4 de cercle. Et franchement, elle est trop belle. Allez, on va l'assembler au corsage, c'est parti. Alors, donc pour assembler la jupe au corsage, on positionne comme ça le corsage, donc la partie extérieure, donc l'endroit du tissu, vers le haut. On l'étale bien comme ça, voilà. Surtout, on n'emprisonne pas la doublure. La doublure, on la laisse tranquille. On ne touche pas à la doublure, elle nous aidera à faire la finition intérieure. Donc on accroche vraiment la jupe que sur le tissu extérieur. Et on va venir épingler endroit contre endroit la jupe avec la ligne de la taille. Et on fait bien respecter les coutures des côtés. C'est parti, on y va, on épingle tout ça. Allez, on fait correspondre les coutures des côtés.
c'est parti. Tac. Voilà. Puis après, on répartit tranquillement le tissu sur la ligne de taille. On y va. Du coup, maintenant que la jupe et le corsage sont assemblés, on va s'atteler à la pose du zip invisible. Voilà, donc moi j'avais choisi ce zip là, donc on va aller le poser tranquillement. Pareil, on l'accroche dans le tissu extérieur et surtout on laisse la doublure tranquille. La doublure elle va nous aider à faire la finition intérieure. Donc on la pose vraiment uniquement sur le tissu extérieur. Premier essai de la robe, plutôt concluant. Du coup, j'ai posé mon zip invisible, ce qui m'a permis de la fermer, de faire le premier essayage. Eh ben, je suis plutôt contente du résultat. Je la trouve un poil trop longue. Après, je trouve que le corsage est bien ajusté. Je pense que j'aurais même pu faire une taille en dessous, mais ça, c'est mon problème. Hein. C'est que j'ai vraiment le buste beaucoup plus menu que le bas de mon corps. Mais sinon, franchement, super joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les manches. J'ai mis ma petite ceinture pour me rendre compte, un petit peu me contextualiser. Mais même sans la ceinture, je vous montre, c'est extrêmement joli. Voilà. Très très joli. On passe à la suite, je vous montrerai comment on fait les finitions intérieures. Alors maintenant qu'on a bien attaché la jupe au corsage et qu'on a posé le zip invisible et fermé la jupe, je vais vous montrer comment je fais mes coutures invisibles pour que tout ça soit super joli. Donc ça c'est la technique que je reproduis à chaque fois hein, au niveau des poses de zip invisible. Donc là le zip invisible il est bien posé. Donc je replie cette petite patte, voilà. Et on vient, hop, faire un petit repli du tissu doublure pour venir faire voilà, la finition tout le long et on épingle au fur et à mesure. Voilà. Et tout ça on le fermera à la main pour qu'il n'y ait aucune couture visible et que la robe soit aussi belle sur l'envers que sur l'endroit. On fait ça sur toute la longueur des deux côtés. Du coup, par rapport à l'histoire du galon, j'ai compris qu'en fait le galon c'était pour ganser le bord parce qu'en fait les manches ne sont pas constituées d'une seule pièce mais de deux pièces puisque c'est des manches avec une fente au milieu au niveau de la partie extérieure du bras et donc c'était pour border. Donc finalement j'ai récupéré un fil moutarde sur ma surjeteuse pour faire un ourlet rouloté et ça contraste un petit peu mais je trouve ça joli. Peut-être que je ferai le rappel sur le ourlet du bas de la jupe et je trouve que ça fait un petit rappel sympa. Donc voilà, donc ça m'évite d'avoir ce fameux galon. Je pense que vous pouvez utiliser un biais aussi pour ganser sans problème. J'en suis là. Au niveau de la tête de manche, des manches dos et des manches devant, il y avait des petits plis plats à faire avec des repères. Donc je vais aller les fixer tranquillement et puis après on va poursuivre le montage de la manche. J'ai mis un petit moment à comprendre exactement le montage. Donc en fait, il faut superposer la partie devant avec la partie dos. Vous voyez, pour que ça fasse une jolie fente comme ça qui sera sur la partie extérieure de la manche. Pareil en bas. Et en fait, après, on retrouve une forme de manche bouffante classique. Et là, on viendra froncer tout le bas pour l'accrocher au poignet de manche. Allez, écoutez, je fixe ça, je continue et puis je vous montre l'évolution au fur et à mesure, hein, mais rien de bien compliqué. Il fallait juste bien, alors ça, je vous conseille de le faire naturellement parce que je l'avais moyennement bien fait, on va dire. C'est de bien reporter tous les repères. Il y a beaucoup de repères sur les pièces, mais vraiment, ils sont tous importants, donc je vous conseille vraiment de le faire. Je vous fais un petit update au niveau des manches. Pour le coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Donc ça fait des manches, vous voyez, super bouffantes, avec du volume et tout. Et sauf qu'en fait, sur le côté, il y a une fente, voilà, qui est donc surjetée. Enfin, du coup, j'ai fait un ourlet rouloté un peu, ça fait doré, je trouve, c'est sympa. Voilà. Et donc maintenant, on va positionner les poignées de manche et on sera presque à la fin, hein, on s'accroche. Du coup, je vous montre où j'en suis des manches. J'ai fait pas mal de modifications au niveau des poignées de manche, je vous montre. Du coup, j'en suis là. Et en fait, au moment de coudre les poignées de manche, alors eux, ils disaient de faire des poignées avec des boutonnières. Alors, j'imagine a posteriori, et je l'avais pas compris au début, qu'en fait, il fallait se servir de cette fente comme d'une fente indéchirable géante, finalement. Mais en fait, j'ai déjà fait
des robes avec des grands poignets de manches comme ça et des boutons. Et je trouvais ça un petit peu laborieux le matin de mettre tous les boutons, surtout que là, il aurait fallu en mettre une bonne tripotée de boutons, hein, je pense au moins 4 sur chaque poignet. C'est un peu fastidieux le matin d'enfiler sa robe et de mettre tous les boutons de tous les poignets, surtout qu'en général, du coup, ça fait des poignets un petit peu serrés. Donc j'ai fait le choix de faire plutôt un bracelet de manches fermé plutôt qu'un poignet de manches, et je pense que je mettrai peut-être des fake boutons. Donc les fake boutons, c'est je vais juste coudre des boutons en regard de la fente là, pour faire comme s'il y avait une boutonnière alors qu'il n'y en a pas, pour faciliter tout simplement l'enfilage. Sauf que le problème que j'ai rencontré, parce que du coup j'ai fait mes premiers essayages de mes manches avec les poignets, c'est que les poignets étaient très longs. Genre vraiment ça faisait des manches trop longues pour moi, alors j'ai peut-être des bras un peu courts, je saurais pas dire. Et ils étaient surtout beaucoup trop larges, donc ça faisait vraiment pas joli du tout. Donc je les ai repris d'au moins 1 ou 2 cm en longueur et au moins 1 ou 2 cm en largeur. Donc là c'est pile poil pour que ça resserre bien la manche et que ça fasse pas du coup un gros poignet de manche large, que ça reste quand même relativement ajusté. Donc voilà, donc j'espère que vous avez trouvé ça sympa, mais moi je trouve que c'est joli. Je les aime beaucoup ces manches là, hein. C'est vraiment très original. Voilà, j'ai fini toutes mes finitions à la main. Alors c'est long et fastidieux de faire toutes ces coutures à la main, là, d'assembler la doublure en point invisible sur toute la ceinture pour cacher le rentré de couture et sur toute la fermeture éclair. Mais franchement, ça vaut la peine, non? C'est trop beau. C'est une satisfaction là. Cette robe qui est aussi belle sur l'endroit que sur l'envers, c'est un gros plaisir. Sont vraiment des modèles, je trouve, exclusifs. C'est des formes vraiment inédites qu'on n'aura pas facilement tendance à retrouver. Chapeau, je trouve que les modèles sont somptueux et ça vaut vraiment